Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 22 juillet 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Nous allons revenir sur le dossier Diogbenou aujourd'hui, l'homme qui a donc confirmé les premières rumeurs en ce qui concerne son élection au poste du président du parti Union Progressiste. Nous allons parler football également avec l'élection à la Fédération béninoise de football. Nous allons parler, pourquoi pas, de Pierrette Aïnla, membre du parti Moël Bénin. Gaspard Diamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, Joseph Diogbenou a donc confirmé les premières rumeurs. Mais lorsque j'ai vu Guérit mettre ce titre en manchette de sa parution du lundi, je crois bien. Oui, lundi dernier. Cela m'a fait marrer, parce que je ne sais pas comment vous avez eu cette inspiration à trouver ce titre, effectivement. Vous avez raison de dire que les rumeurs ont été confirmées parce que nous étions dans les supputations. Nous avons lu sur les réseaux sociaux que Diogbenou démissionnait de la Cour constitutionnelle pour prendre la tête de l'Union progressiste. Et les choses sont allées très vite. Et les choses sont allées aussi vite qu'on ne pouvait pas imaginer que ces premières supputations sur les réseaux sociaux et dans la presse pouvaient se confirmer. Alors, nous avons eu la confirmation. Alors, Diogbenou, désormais président de l'Union progressiste, il paraît que c'est un turbo qui vient d'être lancé. Et nous aurons le temps de le constater d'abord à travers les prochaines élections législatives de janvier 2023, parce que nous savions quel était le poids, les astuces, les expériences que Bruno Amossou mettait au service de ce parti. Et nous avons vu déjà le parti faire ses preuves pour les élections communales et législatives, puisqu'ils n'ont pas encore eu peut-être encore de candidat pour la présidentielle, candidat sorti uniquement donc, du sein du parti. Alors, nous allons voir si Diogbenou mérite vraiment d'avoir été propulsé à la tête de ce parti. Nous allons voir s'il a vraiment capitalisé les expériences, je l'avais déjà dit, s'il mérite donc que, comme on l'a dit, la succession de génération après un certain Bruno Amossou, est-ce qu'il peut faire vraiment le poids de faire tenir le parti sur les rails donc de la victoire? Justement de Bruno Amossou, paraît-il que Bruno Amossou serait fâché. Est-ce que vous êtes au courant? Ce que je sais, c'est que Bruno Amossou fait partie d'une génération dont les animateurs de la vie politique de notre pays ne sont plus nombreux. Et à part lui, il n'y a que Maître Adrien Mbedi qui continue encore d'être actif sur le plan politique. Il y a quand même qu'à un moment donné, il faut apprendre à quitter les choses. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui l'amènent à se fâcher. Est-ce qu'il a demandé à partir? Est-ce qu'on l'a poussé à la porte? Alors, je crois quand même qu'il était quand même temps que lui-même demande à partir. Mais ceux qui peut-être ont voulu qu'à un moment donné, qu'il quitte la tête du parti pour permettre à la jeunesse donc, de commencer par se préparer pour ces grands challenges, ferait mieux
peut-être encore de le consulter, d'avoir son avis avant donc de le faire. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé au sein du parti pour que Amosu se fâche. S'il a été poussé dehors, ce serait un peu ingrat. Hein? Ce serait un peu ingrat parce qu'on le veuille ou non. Il a réussi à faire donc de ce parti aujourd'hui un grand parti politique. Merci à vous, Achille Ossou. Gaspard Agamossi, nous confirme les premières rumeurs. Que donnera le scénario de 2023 également agité dans l'opinion? Je n'en sais rien, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des devins. Et nous sommes ici en matière politique, c'est une matière qu'on ne scène pas assez facilement. La politique a ses méandres, ses réalités que nous ne connaissons pas. Et c'est vrai que tout à l'heure, pour caricaturer un peu, Achille parlait du moteur turbo qui est désormais en marche. Bon, moi, ça m'a fait penser, même si je ne suis pas fort trop en mathématiques ou en mécanique, moteur turbo, moteur diesel, je ne sais pas lequel. Le diesel est lent. Le diesel est lent à prendre, à la vitesse. Sa vitesse de croisière arrive quand même comme il faut. Mais c'est vrai que les choses sont allées tellement vite dans le cas de Joseph Diogbenou que ça suscite quelques réactions, ça suscite quelques interrogations parce que c'est comme si les choses avaient été déjà managées quelque part où on a juste actionné la mise en marche. Parce que de là, dès qu'on a eu les consultations, la première démission, la première sortie et puis Vlan, on se retrouve à la tête du plus grand parti politique du Bénin. Ça confirme à juste titre, je me répète le titre, ou bien la manchette de la Guérite qui dit que les premières rumeurs ont été confirmées. Moi, ça m'a amené à me dire, bon, on attend alors la confirmation des deuxièmes rumeurs. Et pourquoi pas des troisièmes également. On en sait rien. Maintenant, pour le cas des Amosu, moi, est-ce qu'il est fâché? Je ne sais pas. Non, donc moi je trouve, jusque-là, aucun d'entre eux, Amosu, Idji, Mathurin, Kofi Nango, Zinzinoko et autres, jusque-là, ils n'ont rien dit. Les gens ne font que parler à leur place. Il y a ceux qui disent qu'ils sont fâchés, qu'il y en a qui sont fâchés, il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas fâchés, qu'ils sont partis d'eux-mêmes. Moi, j'aurais vraiment voulu qu'ils disent également quelque chose. Mais ça me paraît curieux qu'au moins 4 personnalités décident ensemble et en même temps de quitter les choses telles que cela se passe. Et il n'y a pas, c'est vrai que ce n'est pas un passé récent, mais ce n'est pas si loin que ça, où les gens voyaient Bruno Amosu déjà à la retraite. Il a fait une sortie que beaucoup de Béninois ont encore dans leur mémoire, où il disait, mais ceux qui m'envoient en retraite là ne comprennent rien. Il dit, je suis à midi de ma vie politique. Depuis ce moment-là jusqu'à présent, est-ce qu'il est à 15h, est-ce qu'il est à 20h ou à minuit? On n'en sait rien. Donc, avec cette décision, j'ai l'impression qu'il est à 0h. Il est même déjà au lendemain. Et Achille a dit tout à l'heure aussi, ça a fait clic dans ma tête quand il a dit Diogbenou a été élu. Non, on peut dire désigné peut-être ou bien je ne sais pas quoi, mais élu, non, parce que je n'ai pas le sentiment qu'il y a une élection. Lors d'un congrès quand même, hein. Bon, encore qu'on sait comment... Non, ce n'est pas un congrès, ce n'est pas une réunion statutaire. Je pense que c'est certainement une réunion statutaire, mais c'est juste pour remembrer. Ça respecte quand même le règlement. Absolument, je ne suis pas membre du parti, je ne connais pas les textes du parti, j'imagine, puisqu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de... que ça respecte... Il n'y a pas eu de contestation, j'imagine que ça respecte, il n'y a pas eu de... Il y a pas eu... Mais ça prouve quand même qu'il y a quelques intrigues au niveau du parti, et puis c'est trop tôt, n'est-ce pas, pour qu'on dise ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui sont contents, ceux qui ne sont pas contents. Je crois que c'est le temps qui nous dira certainement. Après le prochain positionnement. Parce que après ce scénario, nous avons constaté également que les coordonnateurs comme les Idji et autres ont commencé également par démissionner au niveau de leur base, au niveau de leur département. Donc, je crois que c'est un bouleversement un malaise s'installe petitement. On n'en sait rien. Attention, c'est des changements au niveau du parti, mais est-ce que c'est des changements qui sont au goût de tout le monde? Est-ce que c'est des changements qui sont acceptés par tout le monde? Est-ce que c'est des changements décidés par tout le monde? Est-ce que c'est des changements imposés? On n'en sait rien, mais je crois que c'est le temps. Est-ce que c'est des changements
qui sont rendus opportuns par les prochaines échéances électorales qui arrivent, nous n'en savons rien et je crois que les prochains jours, les prochains mois vont davantage nous renseigner, puisque les prochains mois nous emmènent justement vers les législatives et c'est là où les deuxièmes rumeurs auront de l'importance. Confirmer ou pas? Alors, non, oui, je serais entre autres d'accord avec Gaspard sur un aspect. Tout à l'heure, j'ai parlé de succession de génération. Mais tel que les choses se passent, on peut peut-être soupçonner une guerre de génération. Parce que je suppose que Bruno Amousseau est fatigué, qu'on voulait le remplacer à la tête du parti pour donner encore plus de sang jeune à la direction du parti. Mais nous avons quand même encore une deuxième génération de politiciens, les honorables Aoué Bla et Tikola Olé et Mathieu Kofi Nago pouvaient quand même encore faire le jeu. Mais je ne sais pas pourquoi on a décidé donc d'aller directement à la troisième ou la quatrième génération de politiciens dans le parti. Vous mettez parce que Joseph Diogbenou. Oui, il fait partie de la dernière génération. Il fait partie de la dernière génération. Sinon, Diogbenou, sa génération fait partie de la dernière. Oui, Diogbenou a commencé en 2016. Suivez mon regard. Parce qu'on le connaissait sur le terrain des actions sociales. Avec Mercredi Rouge. Non, avant Mercredi Rouge, ils avaient un mouvement, en fait, société civile. Quelque chose de société civile. Et France, c'est devenu un parti, ça a été mué en parti politique alternative citoyenne. Et donc, la première participation aux élections, je crois que c'était en 2016, où sa candidature à la présidentielle avait été agitée rapidement. Il s'est retraité pour s'aligner derrière Patrice Talon. Et donc, c'est à partir de 2016 que nous avons commencé donc, par voir Diogbenou et son... Je vous rappelle qu'il a été élu député avant. Oui, mais il a été élu député, oui, mais c'est dans la même... 2015, en tout cas, c'est dans la même... Sur la même liste que Candide Azanaï, je crois, à Cotonou. Voilà, donc, bon, en tout cas, de 2015 à maintenant, nous sommes... Il était sur la liste Union fait la nation, non, je crois. Oui, je crois. Oui, puisque ils avaient fait Alternative Citoyenne était allé à ces élections législatives, avec Union fait la nation à Cotonou. Et donc, il est devenu député, il n'a même pas fait. Sinon, il a fait long feu à l'Assemblée nationale. Il n'a pas fait un grand temps quand les présidentielles sont arrivées. Il a laissé donc ce poste pour être président de la Cour constitutionnelle. Donc, véritablement, sur le terrain politique, Diogbenou n'a pas encore cumulé assez d'expérience. Et donc, bon, à la tête du plus grand parti politique, c'est à croire qu'il y a quelque chose. C'est à croire qu'ils sont en train de pousser les plus anciens à la porte. Ce qui est sûr, comme nous l'avons dit, il y a un grand rendez-vous qui va nous permettre donc de savoir si c'est effectivement, comme l'a dit Orden Ladadati, c'est un turbo qui a été lancé. Parce que le turbo suppose qu'après 2000, qu'on appelle son accession à la tête de l'Union progressiste, que nous le voyons encore gravir d'autres échelons, comme être fait président de l'Assemblée nationale et pourquoi pas devenir président de la République. C'est votre avis. Le deuxième sujet, on parle toujours politique, on parle des élections législatives du 8 janvier prochain. La liste des pièces à fournir par les candidats et les partis politiques rendue donc publique par le Conseil électoral. Gaspard Diamansi. Oui, ça lance encore une fois de façon effective et inéluctable les prochaines élections législatives qui sont prévues en janvier 2023. C'est vrai que j'ai parcouru les pièces, c'est des pièces ordinaires pour la plupart, mais il y a quand même un élément qui retient forcément les attentions, c'est le quitus fiscal. Le fameux quitus fiscal. Il faut, dans les dossiers, il faut mettre l'attestation fiscale des 3 dernières années avant. Les 3 dernières années, je crois que dans le document, on a mis 2021, 2020, 2019. Pour ceux qui ont raison.
Non, mais c'est pas seulement de maison. Pour la toute petite expérience que je sais, que j'ai et que je pratique d'ailleurs, payer les impôts, ce n'est pas... Celui qui n'a pas de maison, qui n'a rien, il va payer quoi? Non, il y a toujours quelque chose à payer. Il y a toujours quelque chose à payer à l'État. Je soupçonne quelque chose, mais il me semble que le président est approché pour être candidat. Ça m'intéresse et ça va intéresser également nos internautes. Ça va se passer comment, cette histoire de quitus fiscal? Quelqu'un qui n'a pas de maison, par exemple. Non, écoutez... Il va payer quoi comme impôt? Il va payer impôt sur quoi? Non, écoutez, il y a impôt sur véhicule. De toutes les façons, autant que nous sommes... Les parcelles. Je ne sais pas si tout le monde a fait la formation. Nous avons ce que nous appelons identifiant fiscal et unique. Tout à fait. Et sur la base de ça, je crois que nos activités, nos revenus, un certain nombre de choses sont tracés par l'État béninois. Donc, il suffit seulement d'aller au niveau des impôts et de savoir ce que vous devez aux impôts. Qui n'a pas de salaire, il n'a rien. Non, si à la consultation on trouve que vous devez 0 impôt, je crois que vous aurez votre attestation fiscale. Le problème ne se posera pas. Mais pour des gens comme nous, qui avons entrepris un petit quelque chose et qui manipulons un peu les factures, vous comprenez avec moi qu'il y a quelque chose qui nous attend forcément à payer, au-delà de ce que... Parce qu'il y a beaucoup d'activités que nous menons et qu'on ne se rend pas compte justement que ça doit amener à payer quelque chose à l'État. Donc il faut qu'on fasse un peu attention. Parlez-nous à présent de votre expérience alors, votre petite expérience. Non, pour savoir si je suis à côté d'un probable candidat. Non, pas probable candidat. Si nous prenons la structure, la guérite par exemple, je crois qu'annuellement, vous devez de fait quelque chose à l'État du fait que vous êtes une entreprise. Et en dehors de ce que vous devez de fait, c'est qu'il y a de petites choses qui se greffent sur ce que vous avez à payer. Il y a de petites prestations peut-être que vous faites en tant que Chamsdin Badarou et qui génèrent des impôts et qui vous seront calculés certainement par l'État. Si tant est que ça passe par un compte ou que vous faites passer ça par... Enfin, que les gens vous demandent votre refus ou un certain nombre de documents et que vous le faites ou bien que vous délivrez une facture normalisée. Je crois que tout ça, là, ça permet de retracer ce que vous devez à l'État. Et si, d'aventure, c'est vrai que ce n'est pas une dette absolue, les impôts et qu'on peut négocier avec les services d'impôts, mais dans la mesure où vous allez à une compétition comme ça, comme une élection, et qu'on vous réclame justement de produire ces pièces-là, du coup, et ce n'est plus à négocier. Il faut forcément faire en sorte... Il faut pour sortir. Voilà. Et bien entendu, si vous aspirez à être celui qui fait les lois, à nous représenter, c'est de bon ton qu'on vous demande d'être quelque part un exemple, un modèle pour les autres et d'être à jour de ces impôts. Moi, je n'ai rien absolument contre cet état de choses. Un bon citoyen, on l'a toujours appris quand... C'est vrai qu'on répétait ça comme un robot, un bon citoyen doit être à jour de ses impôts. Donc, votre culture fiscale est prête. Je n'ai pas dit ça. Ce qui est sûr, il y a des surprises qui nous attendent. Ne soyez pas... Vous avez entendu, non? M. Adjamossi parlait donc de sa petite expérience. Il a commencé par réunir les pièces. Non, mais ce qui est très important, c'est que c'est le CE, on dit maintenant, non? Le Conseil électoral, voilà, a fait les choses dans un temps qui peut permettre aux gens donc, de se mettre encore au pas. J'ai aimé que ça soit déjà à 6 mois environ, donc des élections, qu'on sorte la liste des pièces à fournir pour permettre à chacun, en tout cas à tous ceux qui aspirent à être candidat pour les prochaines législatives et pourquoi pas aux partis politiques donc de se préparer véritablement pour ne pas être surpris au dernier moment. C'est déjà un mérite à mettre à l'actif donc des membres du Conseil électoral. Je voudrais donc que les autres étapes
de la préparation et de la participation à ces élections se fasse ainsi pour que nous assistons véritablement à une bonne élection législative, qu'on n'entende plus au dernier moment qu'il y a eu des doublons sur des listes, etc., etc. Je crois que chaque parti aura maintenant le temps de mieux se préparer et chaque candidat pourra aussi mieux se préparer. Les 3 ans qui ont été fixés, je crois aussi quand même que c'est raisonnable parce que ceux qui sont là en tant que députés, ils viennent donc de faire 3 ans. Donc, quand ils avaient été candidats, ils avaient donc payé leur impôt, ils avaient fourni cette pièce-là. On suppose que dans cette période de 3 ans, peut-être qu'il y en a qui ont fait donc de la légèreté ou bien qui ont ignoré de se mettre au pas. Ils ont le temps donc d'agir pour se mettre véritablement sur les rails. Merci Achille Oussou. Je reste toujours avec vous. Pierrette Anhila, une Amazone pour la victoire du parti Mouel Bénin dans la 19e circonscription électorale. Peut-elle vraiment faire le poids, Achille Oussou? Je crois que ce sera une révélation pour la ville de Porto-Novo. Et c'est déjà une chance pour un parti comme Mouel Bénin, compte tenu de sa jeunesse, d'avoir une femme comme ça qui a déjà fait ses preuves sur le terrain politique, parce que Pierrette Anhila, on en entendait déjà parler depuis la présidentielle de 2016 avec le président Patrice Talon dans le 4e arrondissement de Porto-Novo. Je crois quand même que c'est aussi une dame qui est bien connue. Alors, donc, c'est vrai que la 19e circonscription, surtout la ville de Porto-Novo, n'est pas facile. Elle aura affaire à des gladiateurs, mais puisqu'elle n'est pas aussi à ses débuts, elle peut quand même bousculer les prévisions. François Yamonsi, est-ce que Pierrette Anhila pèse véritablement en politique? Et ce sont les électeurs qui diront ce qu'elle pèse véritablement en politique. Mais moi, je voudrais déjà saluer son audace et son courage, parce que pour gagner, vous savez, il faut de la témérité. Et je pense qu'elle est en train de faire ses preuves en cette matière, parce que ce n'est pas évident, tel que l'a dit Achille Oussou, de penser à affronter des dinosaures en politique au niveau de la 19e circonscription, parce que quand vous prétendez aller aux élections dans la 19e circonscription électorale sur une liste, par exemple, comme la liste de Mouel Bénin, c'est que vous devez être en mesure d'affronter des partis comme le PRD, comme l'Union progressiste, comme le Bloc républicain, comme les démocrates, comme FCBE. Je pense que c'est déjà heureux qu'elle se mette sur le terrain comme les autres et qu'elle essaie de batailler. Elle n'est pas si novice que ça en politique, que tel que l'a dit Achille Oussou, parce que quelqu'un qui faisait ses armes depuis bien longtemps et qui déjà en 2016 se retrouvait au niveau de la coordination communale de campagne, dans le bureau de la coordination communale de campagne pour la victoire du président Patrice Talon, déjà en 2016, et qui aujourd'hui est la coordonnatrice des femmes amazones du parti Mouel Bénin dans la 19e circonscription et qui coordonne le 4e arrondissement de la ville de Porto-Novo. Vous voyez donc que ce n'est pas quelqu'un qui est comme un cheveu sur la soupe, c'est quelqu'un qui se bat sur le terrain, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir une expérience avérée. Et si on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un quota qui est réservé pour permettre aux femmes d'être plus représentées à l'Assemblée nationale, je crois que c'est une dame qui a déjà toutes ses chances. C'est une dame qu'il faut accompagner, c'est une dame qu'il faut aider, n'est-ce pas, à faire davantage, puisqu'elle fait déjà beaucoup sur le terrain. Donc il faut lui donner davantage de moyens, il faut davantage l'accompagner politiquement pour qu'elle se révèle davantage pour la 19e circonscription et pourquoi pas pour la nation. Achille, je ne sais pas si Mouel Bénin en son sein devin, ou je ne sais pas, on peut parler toujours de... Mais c'est Achille qui semble avoir pris la place de devin, parce qu'il a dit que ça risque, ou il a dit que ce serait une révélation.
moi, je vois qu'au-delà de tout, Diaka Yadi, quand même, accorde une place de choix aux femmes au sein de son parti politique. Oui, et c'est heureux qu'il le fasse parce que, avec les cascades de démission que nous observons actuellement au niveau du parti, je n'ai pas encore entendu qu'une femme est partie. Donc, à mon avis, hein, il fait bien de faire confiance aux femmes et de faire davantage confiance aux femmes. Certainement qu'il aime les femmes et que les femmes le lui rendent aussi très bien. Et je pense qu'il doit continuer sur cette lancée. Et aujourd'hui, je crois qu'il doit renforcer, donner des moyens à des personnes comme Pierrette Aïla pour porter davantage haut le flambeau du parti. Moelle Bénin, c'est un parti qui aspire à grandir. Et s'il y a des gens comme Pierrette Aïla qui sont dans la dynamique d'aider, de travailler pour que le parti grandisse davantage, pour que le parti s'inscrive sur l'échiquier politique béninois, je crois que le président du parti doit faire en sorte d'accompagner ces personnes-là à atteindre leur objectif. Et je pense qu'il le fait d'ailleurs. Vous savez ce qui est heureux? Oui, allez-y. Vous savez ce qui est heureux? Ce qui est heureux, c'est qu'aujourd'hui, on peut déjà dire qu'elle a une base. Sa base, c'est sa capacité, sa force de mobilisation des femmes. Déjà, au niveau de la ville de Porto-Novo et dans les autres communes qui composent la 19e circonscription. Et donc, c'est en cela que je disais que, bon, elle peut être une révélation. Je n'ai pas encore... Non, mais déjà qu'il y a Serge Awansou qui fait déjà beaucoup. Je crois que c'est heureux de savoir qu'il y a également des gens qui sont à ses côtés, qui l'accompagnent véritablement. Le coordonnateur au niveau de la 19e. Voilà, et je crois que si Serge est accompagné par des gens comme cela, qui essaient d'avoir aussi une même mise sur la jeune féminine et autres, je crois que ça va aider, n'est-ce pas? Ce serait déjà un bon câblage qu'on voit aux côtés de Serge Awansou, une dame comme Pierrette Aïla, sur une même liste, donc pour essayer d'émpater toutes les cibles. Pourquoi vous parlez sur une même liste? Vous voulez programmer les gens à la place d'Ayadi? Non, mais nous voyons déjà quelles sont les capacités de Moelle Bénin au niveau de la président. Aujourd'hui, les partis, ce n'est plus ce n'est pas des choses des gens, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pas Yadi. Mais il y a un bureau, vous voulez aider le bureau à positionner vous voulez me dire sur la liste. Non, vous voulez me dire aujourd'hui que Moelle Bénin peut faire dans la 19e circonscription sans Serge Awansou, ou bien comme cette dame-là dont nous sommes en train de parler, dont la capacité de mobilisation n'est plus à démontrer. Donc je crois quand même que c'est de la valeur pour le parti. Et bon, on peut déjà imaginer qu'il a de la chance à compter sur ces valeurs. Pourvu que les instances du parti aient les mêmes opinions que vous et les mêmes analyses que vous. Merci beaucoup à vous et bonne chance donc à Pierrette Aïla. À Serge Awansou et à Jacques Ayadi. Voilà. À notre cher ami Jacques Ayadi. En un mot, à Moelle Bénin. Oui, à Moelle Bénin. C'est vrai que Moelle Bénin est un habitué de ce plateau. Vraiment. La preuve que nous sommes là pour tout le monde. Absolument. Voilà. Le quatrième sujet, le président Boni Yayi, médiateur de la crise guinéenne, s'envole pour Conakry. Gaspard Diamansier, sa mission est entrée dans sa phase active. Oui, et mon espoir, c'est qu'il réussisse. Et parce que c'est vrai, on connaît le président Boni Yayi qui s'est négocié. Il s'est négocié, mais dans le contexte de la crise en Guinée, je ne sais pas s'il va réussir. Mon espoir, c'est qu'il réussisse. Surtout qu'un médiateur avait déjà, comment on dit chez nous, s'est déjà brisé les ailes dans cette négociation. Il s'agit du Ghanéen Mohamed Ibn Chambas. C'est ce qui a fait d'ailleurs que le président Boni Yayi soit désigné. Et je crois qu'il a les atouts pour réussir cette mission. Il s'est d'ailleurs envolé pour Conakry bien avant. Il est allé recueillir les conseils du président Alassane Ouattara. J'imagine qu'il a reçu également les conseils du président Talon et d'autres présidents de la sous-région. Donc, je me dis, surtout qu'il est accepté et adoubé par toutes les parties en conflit en Guinée, je crois qu'il a aujourd'hui le terrain favorable pour mener à bien cette médiation. Et je lui souhaite véritablement bonne chance, surtout qu'il est parti avec quelques Béninois, dont Théodore Olo, puisque je l'ai lu.
Théodore Olo, qui est un des plus grands constitutionnalistes sur le continent, qui aidera certainement les Guinéens, n'est-ce pas, à aborder la prochaine phase de leur histoire politique de façon beaucoup plus structurée. Merci, Achille Osso. Boni Yayi. Boni Yayi en mission, et c'est vrai qu'il est en mission pour la CEDEAO, mais je dirais d'abord et avant tout qu'il est en mission pour le Bénin. Et Boni Yayi est allé sur la terre guinéenne en bon apôtre. Pourquoi je le dis? Compte tenu donc d'abord du climat politique national, pour avoir accepté la proposition du président Patrice Talon, dont on savait que, avec qui on savait, j'allais dire que les relations n'étaient pas au beau-fils, pour avoir accepté cette proposition, c'est déjà bon pour l'image du Bénin à l'international, et surtout en Guinée actuellement. Et donc je crois qu'il est allé avec tout ça là dans sa valise pour leur montrer qu'on peut quand même ne pas s'entendre autour donc des particularités, mais autour des idéaux qui sont des idéaux communs. Il faut quand même savoir taire les querelles. Parce qu'en Guinée, actuellement, il faut colmater encore les brèches pour réussir à réunir tous les fils du pays. Et si le Bénin a projeté cette image qui n'a pas longtemps négative sur l'international, aujourd'hui, les fils du Bénin, surtout Patrice Talon et un certain Boni Yayi, qui arrivent donc à se serrer les coudes aujourd'hui, permettent donc de dire que le Bénin, au-delà donc de ces déchirures internes, peut encore être utile pour la paix dans le monde et pourquoi pas d'abord en Afrique. Merci à vous. Le dernier sujet à présent, nous avons encore juste 3 minutes pour boucler cette émission. Fédération béninoise de football, la famille du football fait bloc derrière Mathurin de Chacus, l'actuel président de la Fédération béninoise de football. Le lieutenant de Coton FC et d'autres parrainent sa candidature. Gaspard Diamossi. Oui, le renouvellement des instances de la Fédération béninoise de football, je crois, est prévu pour le 20 août, dans un mois, pratiquement, exactement. Et je pense que, tel que les choses se passent, à moins qu'il y ait un véritable retournement de situation, on est en train de vouloir confier à nouveau le destin de notre football à Mathurin de Chacus, qui, à mon sens, a un bilan satisfaisant, hein. Ce n'est pas surprenant que presque tous les acteurs de notre football aujourd'hui fassent bloc derrière lui, parce que c'est un homme qui a un peu de l'expérience en matière de sport, en matière de relations et un certain nombre d'atouts. N'oubliez pas qu'il y a au moins un fait à son actif, la construction du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. C'est lui qui l'a entrepris et qui l'a achevé. N'oubliez pas que c'est lui qui est actuellement au chevet des Dragons de Lemay. Depuis des années, s'il n'était pas là, peut-être que ce club historique aurait déjà disparu. Et quand il a pris la Fédération béninoise de football, vous avez vu un nouveau management à la tête de cette institution. Malgré les critiques, vous avez vu, pour la première fois depuis qu'il est là, le Bénin a passé le premier tour d'une CAN. Le Bénin s'est retrouvé en quart de finale. Aujourd'hui, notre football est devenu plus professionnel. Il y a les différentes compétitions qui se déroulent normalement, les différentes catégories d'âge, les compétitions, les équipes de femmes. Nos équipes nationales participent actuellement à presque toutes les compétitions au niveau du continent. Je crois que tout cela, c'est à mettre assez actif, sans oublier également les infrastructures qui sont mises en place. Mais ce qui me paraît important, c'est le fait qu'il soit aujourd'hui en phase avec le ministre des Sports et avec la politique du gouvernement qui permet, n'est-ce pas, petit à petit, de construire davantage, parce qu'aujourd'hui, l'accent est beaucoup plus mis sur la formation à travers les écoles, les classes sportives. Et en dehors de ça, aujourd'hui, il y a des projets qui sont en instance. Il y a la construction des stades, nous l'avons tous constaté. Vous avez une identité de vue au niveau du ministère et de la Fédération. Je crois que ça permet
de booster les choses. Sans oublier les sociétés sportives qui sont en train d'être créées, qui permettent aujourd'hui de ne plus avoir des clubs qui sont liés à des individus, mais qui sont financés par des sociétés dans un partenariat gagnant-gagnant. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. Très rapidement. Et je crois que ce qui fait la force de Mathurin Kofi Nago, déjà, Mathurin peut en cacher un autre. Deschacus. Toutes mes excuses, Monsieur le Président Deschacus. Ce qui fait la force donc du président, de l'actuel président sortant de la Fédération béninoise de football, et je fais attention pour ne plus écorcher son nom, Mathurin Deschacus, c'est d'abord son bilan. C'est d'abord son bilan, Gaspard l'a rappelé tout à l'heure. Je voudrais juste ajouter un petit point. C'est avec lui que nous avons vu la visite d'un président de la Fédération internationale de football au Bénin. Je crois que cela dénote donc de son carnet d'adresses bien fourni, de ses bonnes relations dans le milieu du football. Et je crois que pour le peu qu'il a fait pour son premier mandat, il proposera certainement quelque chose de nouveau pour avancer encore sur le chantier du football dans notre pays. Et je crois que les efforts qui ont été consentis jusque-là montrent déjà que si on continue à lui faire confiance, il peut amener le football du Bénin à un niveau où désormais tout le monde sera satisfait. Parce que d'abord, ce qui compte dans le monde du sport, ce sont les championnats. Et aujourd'hui, en matière de football, il a travaillé donc à améliorer le championnat national professionnel et pourquoi pas les autres championnats. Il faut peut-être travailler davantage maintenant à encourager peut-être les privés ou pourquoi pas aussi l'État à construire les écoles de football. Il y a déjà l'expérience des classes sportives, mais cela, il faut quand même qu'on trouve un cadre de formation pour ces jeunes-là, ces talents qui seront détectés, parce que ce qui se passe actuellement maintenant, c'est que c'est les vieux os qu'on va dénicher dans les clubs pour les mettre pour telle ou telle équipe à nous représenter. Les gens sont déjà fatigués, les gens sont déjà vieux, ils sont vieux dans les os. Ce n'est plus de ça. Vous voyez, dans les équipes, dans ce que nous voyons à l'international, ce sont des petits enfants qui sont encore frais dans l'esprit et qui ont encore tout à vendre qu'on nous présente. Donc je crois que c'est ce chantier véritablement que je voudrais qu'il amorce pour ce deuxième mandat, qu'il a peut-être déjà gagné. Non, c'est pour ce que vous dites là, je pourrais vous dire que c'est déjà en œuvre parce qu'il y a un projet de la FIFA qui est en train d'être mis en œuvre, qui est un projet de détection des talents et piloté coordonné par un expert à travers la direction technique nationale. Et je crois que ce projet-là, d'ici quelques années, va permettre de détecter les plus talentueux footballeurs béninois, de commencer par les former de sorte que dans quelques années, qu'on ait vraiment, tel que vous l'avez dit, de véritables talents qui se révèlent et non des vieux comme vous avez dit. Ce qui est sûr, on va lui dire que les caméras de Guéri TV Monde et surtout nos yeux ici, sur ce plateau les grandes contradictions sont sur lui et nous l'observons pour ce qui va se passer après sa prochaine réélection. Merci à vous, Gaspard Diamossi Achilloussou. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci à vous également, vous que nous regardez chaque fois et toutes les fois cette émission ou ce numéro de l'émission Les Grandes Contradictions a été donc préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et à vendredi prochain. Les Grandes Contradictions. Les Grandes Contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Wusso. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guéri TV Monde.